Bonjour à vous tous. Alors moi, j'ai senti beaucoup de choses bouger par rapport à tout ce que je viens de lire, à l'ego, l'identification. Alors j'espère que dans les prochaines pages, ça va continuer à évoluer parce que je ne veux pas en rester là, à cette identification à l'ego. Alors, l'exploration continue avec le chapitre 5, le corps de souffrance. Le processus de la pensée est en majeure partie involontaire, automatique et répétitif chez la plupart des gens. Ce n'est rien d'autre qu'une sorte d'électricité statique mentale qui n'a pas de raison d'être réelle. À proprement parler, ce n'est pas vous qui pensez, c'est seulement la pensée qui se produit. L'énoncé disant je pense implique un acte de volonté. Il implique que vous avez votre mot à dire sur le sujet, qu'il y a un choix à faire de votre part. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas ce qui se passe. Je pense est un énoncé qui est aussi faux que je digère ou je fais circuler mon sang. La digestion se produit, la circulation du sang se fait et la pensée se produit aussi. La petite voix dans la tête a sa vie à elle. La plupart des gens sont à sa merci, ce qui signifie qu'ils sont possédés par la pensée, par le mental. Étant donné que le mental est conditionné par le passé, vous êtes ainsi forcé de le jouer et le rejouer sans cesse. En Orient, on utilise le terme karma pour décrire cette réalité. Lorsque vous êtes identifié à cette voie, vous ne le savez pas, bien entendu. Si vous le saviez, vous ne seriez plus possédé par le mental, puisque vous n'êtes vraiment possédé que lorsque vous prenez l'entité qui vous possède pour ce que vous êtes, et vous devenez cette entité. Depuis des milliers d'années, l'humanité est devenue de plus en plus possédée par le mental, ne réussissant plus à reconnaître l'entité qui possède comme n'étant pas le soi. Quand il y a identification complète au mental, un faux sens de soi, l'ego, se met à exister. La densité de l'ego dépend de la mesure selon laquelle vous, la conscience, êtes identifié à votre mental, à votre pensée. La pensée n'est qu'un infime aspect de la totalité de la conscience, de la totalité de ce que vous êtes. Le degré d'identification au mental diffère d'une personne à l'autre. Certaines personnes jouissent de périodes durant lesquelles elles en sont libérées, si courtes soient-elles, et la paix et la joie de vivre dont elles font l'expérience dans ces moments font que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est aussi durant ces moments que la créativité, l'amour et la compassion fleurissent. D'autres personnes sont constamment prises au piège de l'ego. Elles sont aliénées d'elles-mêmes ainsi que des autres et du monde qui les entoure. Lorsque vous les regardez, vous voyez la tension dans leur visage, leur front plissé, ou encore l'expression absente et fixe de leur regard. Comme la plus grande partie de leur attention est absorbée par le mental, elles ne vous voient pas vraiment et elles ne vous écoutent pas vraiment. Elles ne sont présentes à aucune situation, leur attention étant tournée soit vers le passé, soit vers le futur. Ce qui, bien entendu, n'existe que dans le mental en tant que forme pensée. Ou bien elles entrent en rapport avec vous par le truchement d'un quelconque rôle qu'elles endossent et ne sont pas elles-mêmes. La plupart des humains sont coupés de leur véritable moi, et certains le sont à un point tel que la façon dont ils se comportent et agissent avec les autres est perçue comme bidon par presque tout le monde, sauf par ceux qui sont aussi bidons et aussi coupés d'eux. Être coupé de vous, aliéné de vous, signifie que vous ne vous sentez à l'aise dans aucune situation, aucun lieu et avec personne, même pas avec vous-même. Vous tentez toujours de rentrer au bercail, mais vous ne vous sentez jamais au bercail. Certains des plus grands écrivains du XXe siècle, entre autres Frank Kafka, Albert Camus, T.S. Eliot et James Joyce,
ont très bien connu l'aliénation comme étant le dilemme universel de l'existence humaine. C'est probablement parce qu'ils l'ont profondément ressenti en eux qu'ils ont été capables de si bien l'exprimer dans leurs œuvres. Ils ne proposent cependant aucune solution. Leur rôle est de refléter la situation difficile de l'humain afin que nous puissions la voir plus clairement. En effet, voir clairement cette situation est le premier pas permettant de la dépasser. La naissance de l'émotion. En plus de la dimension de la pensée, il y a une autre dimension à l'ego, celle de l'émotion, qui n'est pas tout à fait distincte de la première. Ceci ne veut pas dire, bien entendu, que toutes les pensées et toutes les émotions sont le fruit de l'ego. Celles-ci deviennent égaux seulement lorsque vous vous identifiez à elles et qu'elles prennent totalement possession de vous, c'est-à-dire lorsqu'elles deviennent le je. L'organisme physique, votre corps, est doté de sa propre intelligence comme l'organisme de toute autre forme de vie. Et cette intelligence réagit à ce que votre mental dit. Elle réagit à vos pensées. Par conséquent, l'émotion est la réaction du corps à votre mental. L'intelligence du corps est bien entendu une partie indissociable de l'intelligence universelle, une de ses innombrables manifestations. Elle donne une cohésion temporaire aux atomes et molécules qui constituent votre organisme physique. Elle est le principe organisateur sous-tendant le fonctionnement de tous les organes du corps, de la conversion de l'oxygène et des aliments en énergie, du battement du cœur et de la circulation sanguine, du système immunitaire qui protège le corps contre les envahisseurs, de la translation des données sensorielles en pulsions nerveuses envoyées vers le cerveau, où sont décodés et rassemblés de façon cohérente tous les éléments pour produire une image intérieure de la réalité extérieure. Ces fonctions, ainsi que des milliers d'autres qui se produisent simultanément, sont coordonnées à la perfection par cette intelligence. Ce n'est pas vous qui faites fonctionner votre corps, c'est l'intelligence. Celle-ci est également chargée des réactions de l'organisme au milieu environnant. Ceci est vrai pour de nombreuses formes de vie. C'est la même intelligence qui a manifesté physiquement la plante et la fleur qui vient de la plante. Fleur qui ouvre ses pétales le matin pour recevoir les rayons du soleil et qui se ferme le soir venu. C'est la même intelligence qui a créé Gaïa, ce complexe être vivant qu'est la planète Terre. Cette intelligence confère à l'organisme la capacité instinctive de réagir à toute menace ou défi. Chez les animaux, elle génère des réactions semblables aux émotions humaines, la colère, la peur, le plaisir. On pourrait considérer ces réactions instinctives comme des formes premières d'émotions. Dans certaines situations, les êtres humains ont des réactions instinctives, comme les animaux. Face au danger, quand la survie de l'organisme est menacée, le cœur se met à battre plus vite. Les muscles se tendent. La respiration s'accélère pour se préparer à la fuite ou à l'attaque. C'est la peur primordiale. Quand nous sommes coincés, une soudaine montée intense d'énergie donne au corps une force qu'il n'avait pas auparavant. C'est la colère primordiale. Ces réactions instinctives sont apparentées aux émotions, mais elles ne sont pas des émotions dans le véritable sens du terme. Voici quelle est la différence fondamentale entre une réaction instinctive et une émotion. Une réaction instinctive est la réaction directe du corps à une situation extérieure quelconque. Une émotion est la réaction du corps à une pensée. Indirectement, une émotion peut également être une réaction à une situation réelle, mais elle sera une réaction à cette situation perçue à travers le filtre de l'interprétation mentale, à travers le filtre de la pensée. C'est-à-dire qu'elle sera filtrée par les concepts mentaux de bien et de mal, des goûts particuliers, de moi et de mon. Par exemple, il est très probable que vous ne ressentirez aucune émotion si on vous dit que la voiture de quelqu'un a été volée.
Par contre, si on vous dit que c'est votre voiture qui a été volée, vous serez probablement énervé. C'est inimaginable à quel point un petit concept mental comme ma peut susciter de l'émotion. Bien que le corps soit intelligent, il ne peut faire la distinction entre une situation réelle et une pensée. Il réagit aux pensées comme s'il s'agissait de la réalité. Il ne sait pas qu'il s'agit simplement d'une pensée. Pour le corps, une pensée véhiculant de l'inquiétude et de la peur signifie « je suis en danger » et il réagit en conséquence, même si vous êtes étendu dans un lit bien chaud et bien confortable la nuit. Le cœur bat plus vite, les muscles se tendent, la respiration s'accélère. Il y a une intensification de l'énergie. Mais comme le danger n'est qu'une fiction du mental, cette énergie n'a pas d'exécutoire. Elle est en partie renvoyée vers le mental, qui la met à contribution pour générer davantage de pensées anxieuses. Le reste de l'énergie devient toxique et interfère avec le bon fonctionnement du corps. Les émotions et l'ego. L'ego est non seulement le mental non conscientisé, la petite voix dans la tête qui prétend être vous, mais également les émotions non conscientisées qui sont la réaction du corps à ce que cette voix dit. Nous avons déjà vu le genre de pensée dans lequel cette voix s'engage la plupart du temps et le dysfonctionnement qui est inhérent à la structure des processus de la pensée, peu importe leur contenu. Cette pensée dysfonctionnelle est ce à quoi le corps réagit par des émotions négatives. La voix dans la tête raconte une histoire à laquelle le corps croit et réagit. Ces réactions sont les émotions. À leur tour, les émotions alimentent en énergie les pensées qui ont en premier lieu engendré l'émotion. Tel est le cercle vicieux des pensées et des émotions non conscientisées. Cercle vicieux qui génère la pensée émotionnelle et les mélodrames émotionnels. La composante émotionnelle de l'ego diffère d'une personne à une autre. Chez certains égos, elle est le plus importante que chez d'autres. Les pensées qui déclenchent les réactions émotionnelles dans le corps peuvent parfois arriver si vite qu'avant que le mental ait le temps de les verbaliser, le corps a déjà réagi avec une émotion et celle-ci est devenue une réaction. Comme ces pensées existent à un stade préverbal, on pourrait les qualifier de suppositions inconscientes non verbalisées. Elles prennent leur source dans le conditionnement de la personne, en général dans celui de la tendre enfance. L'énoncé « on ne peut pas faire confiance aux gens » est le genre de supposition inconsciente que fait une personne dont les premières relations, c'est-à-dire les relations avec ses parents et ses frères et sœurs, n'ont en rien permis d'inspirer ou de susciter la confiance. Voici quelques autres suppositions inconscientes communes. Personne ne me respecte ni ne m'apprécie. J'ai toujours besoin de me battre pour survivre. Je n'ai jamais assez d'argent. La vie vous laisse toujours tomber. Je ne mérite pas l'abondance. Je ne mérite pas l'amour. Les suppositions inconscientes créent des émotions dans le corps qui engendrent ensuite une activité mentale et des réactions immédiates. C'est ainsi qu'elle crée votre réalité personnelle. La voix de l'ego dérange continuellement l'état naturel de bien-être du corps. Presque tous les corps humains subissent une grande quantité de stress et de fatigue, pas parce qu'ils sont menacés par des facteurs extérieurs, mais à cause du mental. Le corps est rattaché à un ego et ne peut faire autrement que de réagir à tous les schèmes de pensée dysfonctionnelles fabriqués par l'ego. Il s'ensuit ainsi que le flot incessant de pensées compulsives est accompagné d'un flot d'émotions négatives. Qu'est-ce qu'une émotion négative? C'est une émotion qui est toxique pour le corps et qui interfère avec l'équilibre et l'harmonie de ce dernier. La peur, l'anxiété, la colère, le ressentiment, la tristesse, la haine, la jalousie, l'envie sont toutes des émotions qui dérangent la circulation de l'énergie dans le corps,
qui troublent le cœur, le système immunitaire, la digestion, la production d'hormones, etc. Même le courant médical traditionnel qui ne sait pratiquement rien du fonctionnement de l'ego commence à reconnaître le lien entre les états émotionnels négatifs et les maladies physiques. Une émotion qui fait du tort au corps affecte également les gens avec qui vous entrez en rapport, et indirectement par un processus de réaction en chaîne d'innombrables autres personnes que vous ne rencontrerez jamais. Il existe un terme générique chapeautant toutes les émotions, le malheur ou la misère. Alors, est-ce que les émotions positives ont des effets positifs sur le corps? Est-ce qu'elles renforcent le système immunitaire, revigorent et guérissent le corps? Oui, effectivement. Mais il faut faire ici une distinction entre les émotions positives générées par l'ego et celles plus profondes qui émanent du lien naturel que vous entretenez avec l'être en vous. Les émotions positives générées par l'ego contiennent déjà en elles-mêmes leur opposé, en qui elles peuvent rapidement se transformer. En voici quelques exemples. Ce que l'ego appelle l'amour est de la possessivité et de la dépendance, pouvant basculer vers la haine en l'espace d'une seconde. L'anticipation qui correspond à une valorisation trop grande d'un événement futur par l'ego se transforme facilement en son opposé, la déception, lorsque cet événement est passé ou ne comble pas les attentes de l'ego. Les louanges et la reconnaissance vous rendent vivant et heureux une journée, alors que les critiques et l'ignorance des autres vous font sentir abattu et malheureux le lendemain. Le plaisir d'une soirée folle se transforme en noirceur et gueule de bois le lendemain matin. Il n'y a pas de bien sans mal, de haut sans bas. Les émotions générées par l'ego proviennent de l'identification du mental aux facteurs externes qui sont, bien entendu, tous instables et sujets au changement à n'importe quel moment. Les émotions profondes ne sont pas des émotions, mais plutôt des états de l'être en nous. Les émotions se situent dans le domaine des opposés, alors que les états de l'être se situent dans le domaine dénué d'opposés. Même si elles peuvent par contre être étouffées, elles émanent du plus profond, de vous, sous la forme de joie, d'amour et de paix. Autant d'éléments faisant partie de votre véritable nature. De beaux concepts, mais pas toujours facile de ressentir, de rester connecté, de rester présent. Tous les défis que cela engendre d'entrer dans ces thèmes qui sont, comme on vient de le dire, très profonds. Mais moi, je suis vraiment déterminée à aller jusqu'au bout de cette lecture et de ce travail de reconnecter avec cette profondeur. Alors, je vous remercie d'avoir partagé ces moments jusqu'à maintenant, que vous continuiez ou pas de m'écouter lire. Pour moi, ça ne changera pas grand-chose, mais je me dis que ceux qui l'auront fait, ça nous aura permis d'avoir une certaine forme de connexion à quelque chose de plus grand que nous. Alors, je vous remercie et je vous dis à bientôt.